Aujourd'hui sur la chaîne, il serait question que je vous parle du meilleur des téléviseurs LCD 4K. En tout cas, c'est ce que Samsung veut nous faire croire quand il nous parle de son QN95B. C'est vrai qu'au sein de sa gamme, c'est tout simplement le modèle le plus haut de gamme de ces Neo QLED 4K, je précise. Neo QLED, souvenez-vous, c'est ces téléviseurs LCD à rétroéclairage mini LED. Le 95B, il succède au 95A de l'année dernière, pour lequel, j'avais été un petit peu taquin, en tout cas, je l'avais un petit peu rembarré en disant, mesdames et messieurs de chez Samsung, j'attends beaucoup mieux de la technologie mini LED, et il semblerait que le constructeur ait justement travaillé sur ce sujet. On va voir ça ensemble, c'est parti pour le test complet du QE55 QN95B. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous parler effectivement du plus haut de gamme des téléviseurs de chez Samsung. Les caractéristiques techniques, comme d'habitude, elles s'affichent juste à côté de moi et je vais surtout retenir parmi elles quelques évolutions du côté du processeur d'ailleurs. Souvenez-vous, chez Samsung, on appelle ça le Quantum Processor. Cette année, on a un Neuronal Quantum Processor qui voit apparaître avec lui quelques traitements, quelques améliorations, dont le Real Depth Enhancer. C'est un truc dont je vous ai déjà parlé notamment dans une vidéo, le lien est là et sans doute dans la description. C'est un truc qui a été annoncé au moment du CES de Las Vegas, qui consiste à mieux exploiter les technologies à bord, les contrastes, la netteté, la fluidité, etc. pour vous offrir tout simplement un rendu qui serait plus naturel, c'est-à-dire que l'image va être calibrée de la sorte à ce que votre œil se pose sur... que l'image soit la plus nette là où votre œil va naturellement se poser, à savoir les avant-plans, le visage d'un sujet dans l'image ou une zone que l'on va souhaiter mettre en avant dans un paysage, tout simplement. Ça, c'est l'une des technologies qui est mise en avant. Autre technologie qui est ici mise en avant et qui s'adresse cette fois-ci aux joueurs, c'est l'arrivée du 144 Hz. Et oui, c'est l'un des rares téléviseurs, TCL en propose aussi, à être capable donc de monter à du 144 Hz grâce à la connectique HDMI 2.1. On a toujours 4 connecteurs, on a toujours tout ce qui va bien avec la partie tuner, TNT, etc. Et puis surtout, on a aussi de l'évolution du côté du boîtier One Connect, mais ça, je vais y revenir dans la partie ergonomie du produit. Donc là où j'attends effectivement ce constructeur Samsung, c'était sur la gestion de la luminosité des mini LED. Et c'est là que c'est un petit peu dommage, parce que QN95A, je leur ai tapé sur les doigts, beaucoup de fuites de lumière, etc. Ça a été amélioré par le biais de mise à jour. J'ai pu le vérifier d'ailleurs en ayant à nouveau un QN95A dans une seconde vague de test. Là, sur le QN95B, je vais y revenir au moment de la qualité de l'image, ça a été amélioré, et donc là où je regrette que Samsung ne communique rien, c'est qu'il ne nous donne plus, depuis maintenant plus d'un an, le nombre de mini LED et le nombre de zones qui composent cet écran. Alors, il y en a qui disent qu'effectivement, on est à un peu moins de 900 zones, mais ce que Samsung donne officiellement, c'est que le 85 pouces, qui est le modèle le plus haut de gamme, compterait environ 10 000 diodes pour 1000 zones de rétroéclairage et pour une puissance lumineuse maximale de 2000 nits. Et ça, c'était intéressant de l'avoir, en tout cas factuellement, cette donnée, de manière officielle, parce que c'est quelque chose qui permettait un petit peu d'en savoir plus sur les dalles aussi qui étaient intégrées à l'arrière, qui étaient intégrées dans les téléviseurs. Parce qu'entre un 55, un 65, un 75 et un 85 pouces, on savait qu'elles n'avaient pas le même nombre de mini LED, le même nombre de zones, et donc la même puissance lumineuse. J'ai demandé à Samsung, clairement, ils nous ont dit, on cherche toujours la meilleure des solutions pour offrir la meilleure des qualités d'image. Bon, ok, merci beaucoup. J'ai failli oublier de vous parler d'un truc concernant l'ergonomie de ce produit. Il s'agit évidemment de la télécommande. Bon, ça va être assez bref parce qu'on va retrouver à l'arrière de cette zapette ce même petit panneau solaire qui permet donc de recharger la télécommande, de ne plus utiliser de piles, et d'ailleurs elle se rechargerait aussi par le biais de votre réseau. Et pour savoir justement où est-ce qu'on en est du niveau de charge de cette télécommande, ça va se passer ici, de mémoire, dans économie électricité et économie d'énergie. Vous avez ici un menu qui s'intitule niveau de la batterie de la télécommande. Et donc ici, on voit qu'elle est à 58%.
Concernant design et ergonomie, eh bien je l'ai dit, on est sur le produit haut de gamme. Et donc du coup, on a les finitions associées. Et c'est très joli, c'est très bien fini, très bien assemblé. On n'est pas sur l'infinite screen que l'on peut connaître notamment sur les téléviseurs 8K, où la surface à l'avant est occupée par 99% d'images. Et donc on a des bordures extrêmement fines. Là, on a quand même une bordure noire, mais l'assemblage, vraiment, ce qui est ici subsiste entre le cadre et l'écran, c'est très mince. On a vraiment un écran quasi à fleur du bord. Un bord qui est par ailleurs en métal, et donc là aussi, en façon aluminium brossé. Donc là aussi, c'est plutôt quali. C'est beaucoup moins quali à l'arrière, selon moi, avec un système, un cache, un habillage en plastique, mais qui, je pense, contribue notamment aussi à une dissipation de chaleur, parce qu'on va être, vous allez le voir, sur une luminosité importante, même si la mini LED chauffe moins, il faut quand même s'assurer que le téléviseur ne monte pas trop en température, et surtout, on est sur un châssis qui est beaucoup plus fin que par le passé. Là, on est sur moins de 2 cm sur l'intégralité de la dalle. La connectique ici est-elle déportée dans le nouveau boîtier One Connect, boîtier One Connect, alors qui n'est pas exactement nouveau, parce que effectivement, on avait déjà sa nouvelle version dans les téléviseurs, dans le QN95A, mais désormais, sur ce modèle, il peut se positionner incliné, en fait, sur le pied. Alors, vous pouvez tout à fait sortir le câble invisible, le fameux câble invisible qui ne l'est plus vraiment, parce qu'il est assez épais désormais, mais en tout cas, vous pouvez toujours ressortir le câble et aller positionner le boîtier One Connect, dans un meuble, si vous le souhaitez, etc. Mais là, vous pouvez aussi le mettre directement sur l'arrière du pied, avec un câble qui est plus court. C'est là que vous allez retrouver toute la connectique, notamment HDMI 2.1. Ce téléviseur qui fait moins de 2 cm sur toute sa hauteur, et ça, c'est quand même plutôt pas mal, notamment si vous avez envisagé de l'accrocher au mur avec un VESA 400 par 300 mm. Alors vous la voyez peut-être depuis tout à l'heure, ce téléviseur, il est vrai qu'il m'a été livré avec une barre de son HWQ990B. Ça fait du bruit, c'est beau, c'est Dolby Atmos et c'est vraiment très bon. Je vous en reparlerai aussi sur la chaîne, mais regardez, si j'enlève la barre de son, il est clair... Elle est presque aussi grande que moi, pas tout à fait. Il est clair que ce téléviseur présente un autre intérêt, c'est effectivement son pied central qui va permettre de le positionner sur des meubles qui sont un petit peu plus étroits, notamment si vous choisissez le modèle 85 pouces. Allez, c'est beau, on va se parler de la qualité de l'image. Concernant la qualité de l'image, c'est vrai qu'une nouvelle fois, je pourrais aller vite, très vite. C'est vrai que lorsqu'on a déjà eu un modèle l'année dernière qui était plutôt bon, et en même temps Samsung, leader depuis 16 ans sur le marché de la télé, on pourra dire ce qu'on veut, même si certains regrettent de ne pas avoir du Dolby Vision, le constructeur semble conquérir beaucoup d'acheteurs. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que ça progresse encore cette année, pas sur tout, mais en tout cas, sur le système de rétroéclairage, comme je le disais encore une fois en introduction, je leur avais un petit peu tapé dessus sur le QN95A, parce que quand on m'a parlé de la technologie mini LED et quand on a vu ce que c'était censé faire, ce que c'était supposé faire, avec des diodes bien plus petites, 40 fois plus petites, je crois, que des mini LED classiques, on s'était dit, waouh, c'est génial, on va enfin pouvoir atteindre un résultat qui va se rapprocher de l'OLED. On savait qu'on ne serait pas aussi parfait que l'OLED, qui est lui-même auto-émissif, c'est une toute autre technologie, et malheureusement, au moment du QN95A, c'était pas génial. Cette année, il faut bien reconnaître que, franchement, c'est sans doute ce qui m'a le plus marqué sur ce téléviseur, c'est l'évolution qui est ici présente sur ce sujet. Alors, je l'ai dit, il y a un tas de technologies, notamment avec ceux qui sont associés à ce Neural Quantum Processor, et le Shape Adaptive Light en fait partie, et c'est justement cette capacité à mieux maîtriser la diode, et soi-disant, grâce en plus à la surcouche du filtre QLC, le Quantum Light Control, à mieux maîtriser aussi l'effet, comme un effet d'entonnoir. En fait, on adresse un peu mieux les diodes de façon à ce qu'on n'ait pas complètement un faisceau qui bave sur les autres sous-pixels et donc les autres pixels qui sont en bordure de ce que l'on souhaite afficher. On recentre un petit peu mieux tout ça. Bon, c'est des procédés technologiques, c'est de l'ingénierie, et ça paye parce que effectivement, j'ai pu visionner certains contenus durs. Vous le savez, j'ai cette boucle de test Meridian, etc. J'ai cette image là aussi qui est là aussi une boucle de test, mais il y a moins de fuite de lumière. Attention, il y a toujours cet effet de pompage dans certaines situations. Les sous-titres, par exemple, avec du Netflix, etc., qui ne sont pas des choses qui sont faites et qui tirent vraiment parti du local dimming, et de ces technologies que les constructeurs peuvent avoir, on a toujours un effet de halo. Mais il est bien mieux maîtrisé. Il est mieux maîtrisé aussi dans les films, dans toutes les scènes. Et là où ça va à nouveau redevenir un petit peu compliqué, c'est lorsqu'on va afficher des menus dans le téléviseur, boum, on va avoir du pompage. Pourquoi on a du pompage? Tout simplement parce qu'il y a une ressource lumineuse en arrière de tout ça, derrière tout ça, qui est
colossal, hein. On va le voir ensemble dans les mesures, hein, qui sont dans la partie résultat des mesures. Mais si je vous dis qu'on a effectivement plus de 2000 nits en pic, bah voilà, ça commence à donner une petite idée de ce qui se passe dans le téléviseur. Je rappelle qu'on est à moins de 1000 nits pour effectivement les téléviseurs OLED en pic, là encore. Donc on est quand même sur une image extrêmement lumineuse, et d'ailleurs vous devez bien le voir ici. Donc c'est aussi pour ça qu'on a cet effet de pompage. On ne peut pas réussir à annuler complètement les fuites de lumière sur la technologie LCD. Et donc vous le voyez bien, hein, c'est une belle image, c'est lumineux, c'est contrasté, c'est riche, c'est flatteur, on a quelque chose vraiment, on a une belle image. Bah voilà, c'est très très joli, et pour autant, eh bien, lorsqu'on fait les mesures, qui sont justes d'ailleurs, hein, je vais revenir dans la partie résultat des mesures, on sent bien que Samsung a failli nous faire une Samsung, c'est-à-dire nous reproposer eh bien, sa technologie LCD Neo QLED avec ses fameux Quantum Dot, qui vont aller chercher de la saturation dans l'image, nous offrir quelque chose de très punchy et de pas assez juste. Heureusement là, je suis en mode filmmaker, et les modes filmmaker attendant justement à plutôt bien calmer le jeu. Et vous avez toujours quelques options aussi dans les menus pour détendre et un petit peu calmer toute la puissance lumineuse qui est derrière ce téléviseur. Alors c'est moins waouh sur une scène comme celle-ci par exemple, qu'un téléviseur OLED qui va vraiment faire scintiller toutes les petites zones, etc. Mais pour autant, c'est bon. Là où je regrette un petit peu, c'est ce que j'avais déjà pointé au moment de la présentation déjà de ces téléviseurs que j'avais découvert dans un premier temps, c'est que, eh bien encore une fois, on est sur un nouveau revêtement qui a tendance à aller vers quelque chose de plus brillant. Du coup, bah là, typiquement, j'ai un bord noir, enfin un fond, un écran noir, et je vois que j'ai effectivement la projection de mon salon. C'est un petit peu dommage, parce que vous le savez, moi je suis plutôt allergique aux reflets, mais dans la mesure où on a une ressource lumineuse qui est quand même considérable, eh bien c'est vrai que c'est moins critique qu'avec certains téléviseurs OLED, parce que là encore, là où un téléviseur OLED va afficher une mire à 100% aux alentours des 200 candélas par mètre carré, eh bien ici on va plutôt être aux alentours des 700. En détail à venir sur la partie résultat des mesures, encore une fois. Mais tout ça, c'est pour un petit peu vous donner un petit peu de consistance et de compréhension sur ce qui vous attend du côté de la qualité de l'image, qui est bonne aussi, parce que eh bien, ce Neural Quantum Processor, je ne saurais même pas vous dire s'il progresse, mais en tout cas, les traitements dont on nous a parlé, tous ces trucs, c'est que ça fonctionne toujours. C'est très très bon. On a vraiment un upscaling qui est plutôt bien maîtrisé, qui est assez juste, qui est assez doux. Les constructeurs coréens dans l'ensemble ont fait un très très bon travail pour aller se rapprocher un petit peu de ce que proposent historiquement les constructeurs japonais. Bon, j'ai quand même une préférence pour Sony et Panasonic sur certains sujets, mais on est loin des rendus avec ces effets caméscope, etc. Et de toute façon, encore une fois, il y a des options, des menus qui vous permettent de calmer tout ça. Le mode filmmaker, pour tous ceux qui n'auraient pas envie de se prendre la tête, va très très bien pour tout. Voilà. Vous pourrez aussi aller dans les menus pour choisir eh bien, d'abaisser un petit peu la consommation en énergie, parce que vraiment considérer qu'il y a de la puissance lumineuse, donc dans les gestions automatiques avec le capteur de luminosité, etc., et dans cette partie gestion de l'énergie du téléviseur, eh bien vous allez pouvoir là aussi le calmer un petit peu. Voilà, vous voyez ici, on a une multitude de réglages, et en fait, hein, je vous en reparlerai de tout ça. Là déjà, dans cette partie atténuation locale et amélioration des contrastes, vous voyez qu'elle est désactivée. Ces options-là, je vous conseille vraiment de les garder comme ça, quel que soit même le mode que vous utilisez, si vous voulez être en mode cinéma, mais même en mode jeu vidéo, et je vais y revenir dans la partie parce que c'est vraiment l'amélioration des contrastes notamment qui va aller vous faire exploser le truc. Vous voyez un peu, j'imagine qu'on voit la différence. Mais ça, dans les mesures, est-ce qu'on voit vraiment? Oui, si on voit. Voilà. Vous voyez comme c'est cramé. Alors là, c'est juste un retour caméra. Mais voilà, ça crée une énorme différence. Et vraiment, à moins d'avoir besoin d'une grosse ressource lumineuse parce que les conditions de la pièce sont difficiles, moi, je vous conseille vraiment de le laisser en désactivé. De la même manière que si jamais eh bien, vous êtes en mode jeu, je vous donne déjà tous les tips. C'est parti, laissez-le en chaud parce que le mode jeu est réglé sur froid ou standard, je ne sais plus, et là c'est la débandade dans les mesures, ça ne va pas du tout. Donc on est vraiment sur une multitude de petites options comme ça qui vont vous permettre eh bien, tout simplement de regagner un petit peu en confort si vous trouvez que l'image est vraiment trop éclatante, parce que oui, vraiment, il y a de la ressource ici, et donc il faut peut-être aussi commencer à mettre un petit peu les mains dans le cambouis pour s'optimiser son expérience cinéma, et une fois qu'on l'a fait, ça paye vraiment, mais alors vraiment très très bien, c'est plutôt cool, mais rassurez-vous, encore une fois, je le redis, le mode filmmaker est là pour vous, et il fonctionne très bien.
Il y a naturellement tout l'aspect audio aussi à considérer dans ce téléviseur, mais comme je l'ai dit, il est fin. Il est fin, on a assez peu de caisses de résonance, et même si le système audio à l'arrière est quand même bien composé, hein, 4.2.2, il y a quand même pas mal d'enceintes ici prévues pour rediffuser du son, même si on a les surcouches qu'on commence à connaître maintenant chez Samsung avec l'OTS, hein, l'Object Tracking Sound, plus en l'occurrence d'ailleurs qui va consister à suivre le son dans l'image, et même si on a aussi la technologie AVA qui elle va être l'Active Voice Amplifier qui va détecter s'il y a du bruit dans la pièce, ou si vous utilisez notamment aussi le mode intelligent qui va un petit peu rehausser les fréquences de façon à mieux faire ressortir les voix dans les films au détriment de tout le reste de la scène sonore. Moi c'est pas du tout quelque chose que je conseille. D'ailleurs les modes intelligents, que ce soit pour l'audio et la vidéo, en règle générale je ne conseille pas ça parce que ça fait parfois un carnage et c'est franchement pas génial. Donc quoi qu'il en soit, le son est bon, hein, c'est un téléviseur plutôt premium, on est quand même sur quelque chose même peut-être un peu au-dessus de ce que la concurrence peut faire, et l'aspect Dolby Atmos, bon alors là, c'est franchement, moi j'ai absolument pas l'impression qu'on y soit, hein, qu'on ait une reproduction quelconque de spatialisation. Oui, peut-être un son un petit peu plus spatial qu'avant, bon et encore, allez, on fait un petit test pour voir. On a quand même du son qui sort ici en partie haute, regardez. Voilà, comme je le disais, hein, donc c'est pas un son faramineux, un son super enveloppant, mais c'est quand même très loin d'être ridicule. Passons désormais à la partie résultat des mesures. Vous l'aurez compris, ce téléviseur QN95 dispose d'une véritable ressource et il m'aura causé bien des tracas pour tenter de capturer des images qui soient aussi dynamiques que celles que j'avais en face de moi. En d'autres termes, ma caméra atteint ici ses limites dans le cadre d'utilisation. Et il y en a une autre qui aurait pu s'avouer vaincue, c'est ma sonde de mesure, tant la luminosité était importante. J'aborderai d'abord la fidélité des couleurs, qui est sensiblement la même d'ailleurs en mode cinéma qu'en mode filmmaker. De fait, je vous partage les résultats de ce dernier mode qui, comme vous pouvez le voir, sont tout simplement excellents avec une dérive colorimétrique qui vous sera imperceptible. En mode SDR, le delta E moyen relevé sur une soixantaine de mesures est de 2,64 en Rec 709 contre seulement 2,42 en mode HDR sous l'espace colorimétrique DCI-P3. On peut voir que les mesures sur le blanc ainsi que sur l'échelle de gris pénalisent quelque peu le résultat avec une dérive plus importante, notamment due à une calibration du point blanc qui force sur le rouge et le bleu. Rien d'affolant toutefois puisque la mesure de l'échelle de gris affiche un delta E moyen de 2,8 et que le gamma, comme la couverture moyenne des couleurs, tiennent respectivement les objectifs de très près avec un gamma à 2,33 et une température à 6562 K, que demander de plus. Si le taux de contraste mesuré à environ 5500 pour 1 n'a rien d'un record, admirez ici par l'image ce dont je vous parlais depuis le début, à savoir la puissance lumineuse de ce monstre lorsque toutes les restrictions sont levées. Si la luminosité avec la mire à 100% plafonne à environ 665 nits en mode filmmaker, elle atteint en pic les 1960 nits, d'où elle ne décolle pas avant un moment, là où les sécurités appliquées à l'OLED, moitié moins lumineux par ailleurs, seraient déjà intervenues. En revanche, phénomène assez étrange, avec mon unité de test, je n'aurais pas réussi à obtenir de belles courbes EOTF et luminance en mode filmmaker, que ce soit avec une mire à 100% ou à 10%. Le mode cinéma s'en sort beaucoup mieux à 10%, avec cette fois-ci un tracé qui suit les courbes de référence. S'agit-il alors d'un bug ou faudra-t-il privilégier le mode cinéma pour les contenus? Difficile à dire. Sachez enfin que Samsung avait été accusé de tricher sur les benchmarks lors du lancement de ses téléviseurs, où on pouvait remarquer que les résultats étaient extrêmement bons uniquement avec des mires à 10%. C'est pourquoi j'ai refait ces tests également avec différentes tailles de mires, notamment à 8%, et les différences sont très contenues. En l'occurrence, j'ai obtenu un delta E de 2,71 sur cette mire à 8%, toujours en mode filmmaker, ce qui reste donc en dessous de ce seuil de 3 à partir duquel l'œil humain ne fait plus la différence entre la source et la fidélité des couleurs.
Par curiosité, j'ai mesuré la luminosité en pic de ce QN95 en mode dynamique. Là, c'est un feu d'artifice avec un pic à 10% mesuré à 3000 nits qui chute vitesse grand V jusqu'à 652 nits à 100%. Comme toujours, vous pouvez mettre en pause cette vidéo si vous le souhaitez pour analyser ces mesures d'uniformité de la dalle, mais sachez qu'aucune dérive critique n'est relevée sur la trentaine de mesures réalisées ici par le biais de mire blanche. Je conclus ce chapitre du résultat des mesures avec deux critiques et la première concerne le résultat assez peu flatteur pour ce 55 pouces QN95B qui se limite à une couverture de l'espace colorimétrique DCI-P3 de seulement 90%, là où la compétition en OLED atteint 95% et même 99% pour les récents QD OLED que j'ai pu tester, je vous en reparlerai bientôt sur la chaîne. Dernier point et autre critique donc, j'ai testé, ou en tout cas j'ai essayé, la fonction de calibration du téléviseur intégrée par Samsung dans ce modèle, mais la calibration n'a jamais fonctionné. Elle consiste à utiliser un smartphone de la marque Samsung par exemple, tester avec un Fold 4 et un Flip 4 également, les premières étapes démarrent, puis c'est le plantage qui survient systématiquement après quelques minutes. Je n'étais déjà pas très confiant quant à l'efficacité de cette calibration par le biais d'un smartphone, mais pour le coup, je n'aurais même pas pu en vérifier l'intérêt. À date, je n'ai eu aucune réponse ou explication de la part de Samsung sur ces plantages. Dommage. La partie jeux vidéo, c'est à nouveau un gros morceau en 2022 parce que oui, le téléviseur évolue. Première fois que le constructeur Samsung propose une dalle 144 Hz. Alors évidemment, ça va essentiellement, surtout même exclusivement, profiter aux joueurs qui sont sur ce type de solution, des PC. Alors c'est vrai que passer de l'Ultra HD à 120 Hz à de l'Ultra HD à 144, c'est pas un énorme gain de performance qui vous est proposé sur la partie fluidité de l'image. On m'aurait dit, 120, 165 par exemple, il y aurait eu peut-être un petit peu quelque chose de réellement perceptible. Néanmoins, dans la mesure où c'est là, dans la mesure où ces téléviseurs sont capables de le faire, j'accepte volontiers de profiter de ces performances. D'autant que, comme je l'ai dit déjà sur toute la première partie de cette vidéo, tout ce qui a précédé, évidemment que les performances techniques du téléviseur profitent elles aussi à la partie jeux vidéo. Il y a une dynamique qui est, en tout cas selon moi, en tout cas ce que j'ai pu tester également, autrement meilleure aussi. Sur la partie 120, 144, c'est pas un step de fou. Pour autant, comme je le disais, c'est là. Donc je le prends. Et franchement, ça m'a permis, selon moi en tout cas, de retrouver mes marques de manière encore plus rapide sur certains titres, notamment du FPS, pour atteindre un niveau de performance tout simplement meilleur. Donc encore une fois, c'est là, je ne m'en prive pas et c'est plutôt une bonne nouvelle. Sur l'aspect console, ça n'apportera rien et sur l'aspect console, là où c'est en revanche regrettable, c'est comme je l'ai dit au début, Samsung ne supporte pas le Dolby Vision et donc du coup, par exemple, lorsqu'on branche la Xbox Series X, on voit bien que quand on se rend dans les paramètres d'image, que la petite coche qui consiste à activer le Dolby Vision n'est pas disponible et ça c'est vrai que c'est un petit peu dommage néanmoins de ne pas avoir accès toujours à ce format du HDR. Il y a toujours la prise en charge des différentes gestions de technologie VRR, à savoir effectivement le FreeSync Premium Pro et le G-Sync. Il y a un point néanmoins qui est important et c'est à peu près le même raisonnement que sur la partie fidélité des couleurs en mode cinéma, c'est que sachez que ce mode jeu vidéo, alors il y en a plusieurs à vrai dire, la calibration ça ne va pas du tout. Là, Samsung nous a fait une Samsung. Ce qui va se passer, c'est qu'on va retrouver différents modes. Ça ne sauve absolument pas la colorimétrie, j'ai fait plusieurs essais, franchement ça ne change rien, on est toujours dans une configuration un petit peu catastrophique entre guillemets, et vous allez retrouver dans l'interface un petit peu personnalisée quelques options qui vont vous permettre de calmer ce téléviseur, pourquoi pas. Alors si vous n'êtes pas effectivement très attaché, si vous n'avez pas besoin d'avoir une super image ultra dynamique, ce que je vous propose, c'est tout simplement de faire comme en mode cinéma, on se rend dans les paramètres, ici en l'occurrence on va aller dans tous les paramètres et de la même manière on se rend dans les paramètres experts et là on va aller toujours s'intéresser à ces menus là en mettant donc atténuation locale en mode bas, en mettant atténuation des couleurs ici en désactivé et
si vous souhaitez, encore une fois, rejoindre quelque chose qui s'approche un petit peu plus de la fidélité des couleurs, ça ne sera pas parfait. De mémoire, je suis sur un Delta E qui est aux alentours des 6, donc on se rapproche un petit peu du Delta E qui est acceptable, un Delta E moyen des couleurs, la dérive colorimétrique avec un Delta E de 5. Donc si vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez passer sur quelque chose plutôt de chaud 2. Et je me suis aussi rendu compte que si vous allez ici au niveau de détail de l'ombre à -3, vous allez avoir tendance à moins déboucher justement ces zones d'ombre. Si vous allez dans le positif, et bien là, vous continuez de rehausser le noir, mais alors qui a tendance justement à les tirer un petit peu plus vers le gris. Alors la fourchette n'est pas exceptionnelle, hein, ça change pas radicalement tout, mais j'ai pu me rendre compte en faisant toutes mes mesures, eh bien que c'était profitable lorsqu'on passait à -3, à -5, ça change pas grand chose, c'est vraiment -3 qui est le palier intéressant, et vous laissez comme ça. Et là, vous allez vous rapprocher de quelque chose qui est effectivement globalement un peu meilleur. Ce qu'il faut savoir, attention, c'est que lorsque l'on a activé et qu'on a changé un petit peu ces fonctionnalités, notamment d'atténuation locale, etc., on bride vraiment la puissance lumineuse. Là, on est, que ce soit en pic d'ailleurs ou sur 100% de l'image, la puissance lumineuse maximale, et je l'ai mesurée à environ 600 nits. Voilà, c'est vraiment au cordeau que la mire fasse 5% ou 100%, on est à 600 nits, là où en pic, elle monte à près de 2000 nits. Donc vous voyez qu'on est quand même sur un delta de puissance lumineuse qui est considérable, et c'est considérable d'ailleurs parce que j'ai juste envie de rappeler que les plus lumineux des téléviseurs OLED actuellement sont effectivement aux alentours des 800-900 nits en pic évidemment, mais que ça s'effondre aux alentours des 200-220 pour le LG G2 dont vous retrouverez le test, mais aussi dans la description, c'est un test en notification, mais aussi dans la description donc pour ce LG G2 pour lequel j'ai mesuré donc en moyenne 220 candela par mètre carré. Vous voyez que c'est à peu près 3 fois moins que ce que propose ce téléviseur sur l'intégralité de sa dalle. Donc ça, important, et ça en tête, ça pêche, enfin c'est punchy, mais effectivement, c'est pas le même niveau de rendu. Moi, clairement, j'adore. Vraiment, je trouve ça très très cool. Le QN95A était déjà pour moi un des téléviseurs les plus fous sur la partie test jeux vidéo parce que je reste un joueur PC. Le Dolby Vision me fait défaut. Côté un petit peu chaleureux parfois aussi d'une image que de l'OLED me manque aussi parfois. J'aimerais bien qu'effectivement on s'en rapproche un petit peu, mais pour tout le reste, sur le confort visuel, sur la façon dont me sont restitués les jeux, voilà, j'y trouve vraiment mon compte aussi parce que effectivement j'accepte de mettre les mains un petit peu dans le cambouis. Je vous ai donné mes quelques tuyaux. Je trouve que c'est plutôt cool qu'on soit donc cette année sur un 144 Hz, qu'on ait une prise en charge globale sur cette partie G-Sync, sur cette partie FreeSync Premium Pro. Dolby Vision quoi, c'est tout ce qui manque. Alors en complément, cette année encore de cette partie jeux vidéo, eh bien on va se parler d'un truc qui est le Gaming Hub. Eh bien c'est tout simplement le portail que Samsung a créé pour regrouper un petit peu toute cette expérience jeux vidéo qui prend de plus en plus de terrain sur les téléviseurs. Donc c'est là que vous allez avoir accès à quelques options qui vont vous permettre d'ajouter une manette par exemple directement connectée à votre téléviseur. Pourquoi faire? Eh bien tout simplement pour profiter de ce qui est juste là, à savoir le cloud, les services de cloud gaming, que ce soit celui de Microsoft, de Stadia ou de GeForce Now. Une vidéo vous attend sur la chaîne, ici, mais aussi en description, sur GeForce Now. Encore une fois, j'ai testé le service sur la Shield TV Pro, je l'ai testé sur les téléviseurs LG OLED et je l'ai testé aussi sur le téléviseur Samsung. Je vais juste résumer ici, parce que la vidéo qui est déjà en ligne, elle résume grosso modo, c'est plutôt une belle explication de ce qu'est ce service GeForce Now, combien ça coûte, comment ça fonctionne, etc. Et sur les téléviseurs, parce que la meilleure exploitation du service qu'on peut avoir, c'est sur une Shield ou sur un PC, en tout cas lorsqu'on va sélectionner l'offre RTX 3080 qui est l'offre premium, et bien que ce soit sur Xbox, alors Stadia j'ai pas essayé, mais que ce soit Xbox ou GeForce Now, et bien on est limité effectivement à une définition d'image en 1080. J'ai eu plus de plantage sur le téléviseur avec le service de Xbox, mais je vous rappelle que c'est un service qui est encore labellisé comme étant à l'état de bêta. Ça marche beaucoup mieux sur GeForce Now. Effectivement, j'ai retrouvé le même confort que j'avais notamment sur le téléviseur de chez LG. Alors c'est moins riche effectivement qu'avec la solution maison de chez Nvidia avec la Shield TV Pro qui vous permet
vraiment d'aller chercher de la 4K, du rendu HDR, etc. Alors que là, il faut se contenter du 1080 avec effectivement des rendus qui sont quand même moins bons. Mais il faut quand même se dire que c'est génial parce que lorsqu'on va aller chercher ce type de service, eh bien, on va pouvoir profiter de ces jeux, pourquoi pas sur une deuxième télé de manière un petit peu plus anecdotique parce qu'on aura branché sa console ailleurs dans la maison. On va pouvoir profiter effectivement de GeForce Now avec tous ces titres qu'on aura associés, etc. Avec pour simple utilisation, eh bien, une manette. Voilà, on va brancher une manette Bluetooth par exemple, ou on va brancher une manette en USB et ça va fonctionner. Et donc ensuite, eh bien, cette interface, elle est assez similaire à ce qu'on peut retrouver par ailleurs. Efficace, néanmoins, plutôt fluide, hein, vous le voyez, voilà, ça défile, on a ici tout le catalogue qui est proposé, mais il y a très peu de personnalisation, on ne peut pas réagencer grand-chose, et donc du coup, voilà, on a effectivement ici ce portail. Alors oui, LG propose aussi, par exemple, ce genre de choses avec la prise en charge de GeForce Now et du service cloud de Xbox, mais c'est pas rangé de la même manière. Ce qui m'emmène à l'ergonomie logicielle de ce produit, et là, vous le voyez, eh bien, Samsung, LG évidemment, mais aussi les constructeurs qui utilisent de l'Android TV ont fait visiblement, sont soumis aujourd'hui, ou en tout cas ont fait un choix qui eh bien, n'est qu'une forme de mise en avant de contenu. Et je voulais vous en faire une vidéo un petit peu spéciale parce que j'étais assez remonté. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces téléviseurs qui aujourd'hui sont tout sauf des Smart TV? Je n'ai, comme je l'ai déjà dit, plus de propositions de contenu. Regardez, tout ça, c'est absolument pas des contenus que j'ai commencé à regarder. Alors si, je vais retrouver par exemple She-Hulk, qui effectivement est un contenu qu'on a commencé à regarder, mais sur le compte de ma fille, en l'occurrence, hein, on a commencé à regarder cette série. Prey, je ne l'ai pas vu. Tout ça, c'est que des suggestions de contenu. Et alors, du coup, je me suis entretenu avec Samsung, parce que comme je l'ai dit, j'étais plutôt remonté, et j'ai aussi posé les mêmes questions à LG, parce que regardez un petit peu, le menu d'accueil, ici, c'est une énorme pub ici, alors qui, juste il y a quelques semaines encore, était une énorme pub pour les services de Samsung TV+. Et pourquoi aujourd'hui c'est Apple TV, en tout cas la partie Apple TV+, eh bien tout simplement parce que c'est de l'espace commercial. C'est de l'espace commercial que les marques vont proposer et vont vous imposer sous ces formes-là. Alors lorsqu'on présente les choses de cette manière aux différents constructeurs, ils nous disent mais non, c'est pas exactement ça. Effectivement, ils reconnaissent pas à demi-mot, pour le coup, ils sont assez clairs. Ils nous disent ok, effectivement, c'est des espaces qui sont dédiés à nos partenaires, au revoir la télécommande, mais c'est quelque chose qui serait issu d'une forme de recommandation, en tout cas de consultation de la part des utilisateurs. Et c'est pourquoi il ne faut pas plutôt se dire « Ah ouais, mais en fait, on nous propose que du Molotov ici. Bon, on voit bien qu'il y a du Arte, on voit bien qu'il y a effectivement ici Underworld qui est sur Key de Free. Et puis voilà, donc en fait, ce qui se passe, c'est tout simplement qu'il faut considérer qu'on est là sous une forme d'arborescence. C'est la télé qui vous propose de découvrir du contenu. Moi, j'étais dans une consommation complètement inverse, c'est-à-dire que les suggestions, je les laisse à la charge des applications elles-mêmes. Hein. Regardez ici, si je remonte, eh bien je vois Netflix, j'ai plus le deuxième bandeau qui s'affiche au-dessus, par exemple, qui me permettait d'aller reconsulter directement un contenu. Pareil pour Prime, pareil pour Disney+, pareil pour YouTube, je n'ai plus la possibilité de venir là et de reprendre en direct des contenus. Ça se passe dans cette logique-là. Ici, il y a la dernière source, qui est le PC, qui est en train de tourner. Et ensuite, on a une forme de programme qui est en cours sur les différentes plateformes qui sont ici intégrées sur le téléviseur. Et donc, du coup, on va pouvoir voir qu'il y a des choses qui sont issues de Samsung TV+, Rakuten TV, etc. Et ensuite, on rentre dans de la suggestion de contenu, comme je le disais, avec des films gratuits. Alors, il y aura beaucoup de Molotov qui ressort, parce qu'en fait, Molotov a été l'un des premiers acteurs à participer à cela. Et donc, du coup, c'est celui qui a très vite câblé son service avec Samsung dans les téléviseurs. Et donc, du coup, il y a un lourd actif sur les contenus que propose Molotov, mais on va avoir du Rakuten TV, on va avoir les contenus aussi Arte, etc., les contenus de chez Free. Et ça, Samsung me dit que ça va être comme ça complété régulièrement avec d'autres acteurs. Ensuite, on a les films populaires, les séries et émissions populaires. Ensuite, on bascule sur les séries qui sont gratuites. Et là, j'accède désormais à Netflix, mais c'est encore une fois pas du contenu que j'ai commencé à visionner sur mon compte. Et ça, vous voyez, Prime Video, voilà, films qui pourraient vous plaire.
Et moi, j'étais remonté par rapport à cela. Je me suis dit, en fait, ces télés sont de moins en moins smart, c'est abusé, ça va pas du tout. J'avais fait déjà la réflexion, et vous le retrouvez dans la vidéo du LG G2 de test. Je le disais déjà, ça se confirme aussi chez Samsung et sur Tizen OS, et ça se confirme aussi, malheureusement, peut-être dans une moindre mesure sur Google TV. J'y reviendrai parce que je suis aussi en train de tester le A95K de Sony. Dites-moi ce que vous pensez de cela, sachant que, encore une fois, hein, ça, je l'ai vu bouger. Avant, c'était Samsung TV Plus, c'était une application en plus qui était lente à se lancer. Regardez, je vais ouvrir le service. C'était long, c'est-à-dire que par ailleurs, on allumait le téléviseur, on faisait une erreur de clic, boum, on arrivait là-dessus, et ensuite c'était effectivement, bah voilà, excuserez, hein, je tire à la ligne un petit peu, c'est que bah là je suis dessus, regardez un peu les temps que ça prend. Là j'ai fait flèche retour là, en fait, vous voyez un peu le temps que ça prend. Je fais flèche retour et en fait plutôt que de me ramener à la home, bon bah il me ramène à je sais pas quoi, il me relance le service Rakuten TV. Donc en fait il faut que je fasse pression sur la touche maison. Et ça ralentit énormément le téléviseur. Je trouve que Tizen OS n'a jamais été aussi lent que cette année. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais là, je presse, voilà, je presse les boutons. Et regardez un peu le temps qu'il faut au truc pour être capable de me servir des menus. Alors, je ne suis pas fan non plus du fait que l'arborescence se présente de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on est sur la home, puis bah là, je vais aller chercher ma source HDMI. Bon, bah soit j'ai le dernier programme récent et par chance, c'est effectivement la source HDMI, comme j'avais tout à l'heure, le PC, et auquel cas ça va, c'est dans récent. Mais sinon, il faut que j'aille dans le menu ici à gauche, que je descende dans menu et que j'aille dans la partie périphérique connecté, que je descende et que j'aille chercher mon périphérique qui est connecté. Dans l'ensemble, voilà, je regrette vraiment ces lenteurs et je regrette aussi que, regardez, je vais aller jusqu'en bas. Ah, c'est long, hein. Le chargement est long. Bon, en même temps, j'ai qu'une connexion fibre 1 giga, donc du coup, visiblement, c'est encore pas assez. Voilà, Doctor Strange, etc. On continue de descendre, on se reprend du Molotov à l'appel, mais j'ai déjà expliqué pourquoi. Les films gratuits sur Plex, les séries gratuites sur Plex. Si vous n'avez pas envie d'installer Plex, si vous n'avez pas envie d'utiliser Plex, mais que vous préférez faire autre chose, vous ne pourrez pas changer cette home. Et c'est là que je voulais en venir, c'est qu'on n'a aucune option de personnalisation de ces menus. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Entre, est-ce que vous êtes plutôt comme moi, j'ai envie de personnaliser l'interface de mon téléviseur, j'ai envie d'arriver, moi c'est simple, j'ai envie d'arriver avec mon smartphone, de le prendre, de le toper sur l'écran, ou parce qu'il y a cette fameuse technologie chez Samsung consiste à taper, avec la technologie NFC, on est directement associé, ou en tout cas j'ai envie de dire, bah voilà, je suis à la maison, j'appare mon téléphone, et c'est mon compte qui est identifié, c'est mes consommations, mes réglages, etc. Et on en est encore loin. Et là, en plus, avec l'intégration du Gaming Hub, eh bien, j'ai l'impression que les processeurs sont vraiment à bout de souffle, c'est lent, enfin ça commence à devenir lent, c'est encore pas complètement critique, mais c'est pas aussi bien que ce que c'était avant. Voilà. Bon, bah dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis peut-être un petit peu trop dur, j'en fais peut-être un petit peu trop un foin. Ce qui est sûr, c'est que j'étais vraiment remonté et que je suis presque apaisé après en avoir effectivement fait le bilan global que c'est pareil chez Samsung, c'est pareil chez LG, et en fait, ça a tendance à être un peu pareil aussi chez Android, enfin Google TV. Donc est-ce que finalement aujourd'hui, les meilleures box télé, c'est pas d'avoir soit une Shield, soit une Apple TV, où finalement on n'est pas complètement corrélé à ce truc-là, et c'est dommage parce que, vous le savez, hein, moi qui suis plutôt assez regardant sur la partie consommation électrique, je me dis c'est quand même dommage d'avoir à allumer plusieurs boîtiers alors que la simple télé peut le faire. Et pour conclure sur cette partie ergonomie TV, évidemment que Samsung est aussi très en avance sur l'intégration des applications des opérateurs. Hein. N'oubliez pas qu'on a il manque juste SFR de mémoire, mais on a tous les opérateurs qui sont intégrés directement dans le téléviseur. Donc vous pourrez prendre votre box télé, hein, qui sans doute consomme, qui chauffe, etc., la mettre sur une autre télé à la maison si vous le souhaitez, ou la ranger tout simplement dans un placard, et profiter directement de vos bouquets liés à vos opérateurs directement sur le téléviseur, y compris avec du Canal+. Donc là, on a BTV, on a OCS, je vous l'ai dit, on a l'offre de Free, etc. Je crois qu'il manque juste SFR, évidemment. Voilà. Donc, vous avez toutes ces informations. C'était assez long. C'était une espèce de mini coup de gueule au sein d'une longue vidéo de test déjà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai parlé de la consommation très rapidement. Hein. Sachez que je l'ai mesuré sur différents films, aux alentours des 100 à 180 watts en fonction des contenus en temps réel. Donc, c'est une conso, de toute façon, vous l'avez vu, elle s'est affichée. Tiens, je la remets là d'ailleurs, la consommation qui est officiellement annoncée par Samsung. Cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Vous savez quoi faire, hein, le pouce qui motive.
qui est bon pour l'algorithme et qui est bon pour mon moral aussi. Avec la charge de boulot, j'étais vraiment parti pour vous faire plusieurs vidéos sur ce Samsung autour de Tizen OS, mes déceptions, etc., autour du cloud gaming, mais sachez que ça fonctionne correctement. Il faut avoir une bonne connexion à la maison, une bonne connexion Internet, et ensuite, je trouve que le service de GeForce de Nvidia est plus stable que le service de Xbox, mais voilà, c'est une approche commerciale un petit peu différente entre l'un et l'autre. Ça reste quand même quelque chose d'intéressant que d'être capable de jouer comme ça avec son téléviseur sans autre PC, c'est top. Voilà, parce que ça, quand ça consomme, avec une 3090 à l'intérieur, c'est une consommation que vous n'aurez pas en ayant juste votre manette branchée au téléviseur. Voilà. Donc encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions encore, malgré la longueur de cette vidéo, eh bien n'hésitez pas. Les réseaux sociaux sont là pour rester en contact avec moi, et puis vous retrouverez aussi dans la description le lien vers notre groupe de discussion Discord. On échange, on discute, venez nous rejoindre, c'est vachement bien. Voilà, il ne me reste plus, eh bien, encore une fois, à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, et surtout, eh bien, si jamais vous avez l'intention d'acheter ces téléviseurs, n'oubliez pas que vous retrouverez dans la description eh bien, des liens d'affiliation. Voilà, ça ne vous coûtera pas plus cher, et comme je disais, ça me permettra de continuer à vivre et puis à faire vivre la chaîne, à me motiver, etc. Parce que c'est vraiment beaucoup de travail et de consommation d'énergie électrique et d'énergie humaine pour vous livrer des tests qui, je l'espère, vous plaisent toujours autant, parce que c'est quand même l'objectif premier. Allez, à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Qu'est-ce que c'est lent, quoi. J'ai appuyé sur une touche. Allez, vas-y, hop, il me l'a refermé. Allez, on recommence. On appuie sur la touche. Allez, je ne touche à rien. Allez, attention, est-ce que ça va passer? Oui, c'est passé. Hein, franchement, Tizen OS, qui était un OS... Ah, non, mais c'est impossible. C'est impossible. Le truc est complètement saturé par toutes les commandes que j'ai pu lui demander auparavant. Et là, je veux juste aller désactiver le mode jeu pour revenir en mode filmmaker, pour vous faire la conclusion de cette vidéo. Hop, est-ce que ça aura suffi? Allez, on va complètement le désactiver. Voilà, tac. Allez, hop. Voilà, je suis en mode filmmaker. Oh là 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 là, que c'est long.